Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes toujours en direct sur Acteurs Publics TV, ici au Salon des maires et des collectivités locales pour parler notamment de transition écologique dans les territoires. On poursuit donc nos échanges sur cette question de la transition écologique qui concerne tout le monde, État, collectivités, petites, moyennes ou grandes. On connaît les objectifs de l'accord de Paris, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et les grandes trajectoires pour y parvenir, mais comment passer à la vitesse supérieure, comment trouver les ressources utiles à cette transition d'ampleur dans les territoires. On va en parler avec nos 4 invités. On commence avec vous, Agnès Reiner, bonjour. Vous êtes Bonjour. directrice générale déléguée appui opérationnel et stratégique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. À côté de vous, nous avons Éric Etienne, bonjour. Bonjour à vous. Directeur général délégué territoire et ruralité, toujours à la NCT. À côté de vous, nous avons Émilie Chapeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable de l'accompagnement sur mesure des collectivités, toujours à la NCT. Et enfin, à côté de vous, Julien Megdoud, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller du directeur délégué territoire et ruralité sur la question des contractualisations, des CRTE notamment, sur lesquelles nous reviendrons en détail. Alors, Éric Etienne, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez rappeler le rôle général de l'ANCT dans l'appui aux collectivités, et on viendra ensuite sur la question un peu plus précise de la transition écologique. Oui, merci de votre remarque. L'agence, généralement, aide à un spectre très large et aide les collectivités, qu'elles soient moyennes, petites, voire des villages d'avenir, à travers des programmes dédiés qui portent sur l'ingénierie. Et surtout et avant tout, c'est des programmes qui sont en subsidiarité. L'aide est en subsidiarité de celle offerte par les élus. Donc cette logique ascendante de partir du terrain pour faire émerger les bonnes pratiques, les bons projets, équiper la France de demain, est en partie le rôle de l'agence, qui est une agence d'État, vous le savez, qui accompagne les collectivités au plus proche du territoire. Vous le disiez, donc il y a différents programmes qui existent pour les villages d'avenir, pour l'Action Cœur de Ville aussi, France Ruralité et Avenir Montagne notamment, pour toutes les strates de collectivités. Comment tous ces différents programmes concourent à l'objectif de transition écologique qui a été réaffirmé notamment par la Première ministre avec une circulaire en septembre? Il y a 2-3 fils conducteurs, dont vous l'avez évoqué, la transition écologique et énergétique, qui est un fil conducteur lourd de toutes les politiques publiques que vous venez de citer, qui s'appliquent et qui sont mises en œuvre par l'agence. Comment cela se concrétise véritablement sur le terrain? La meilleure méthode, finalement, c'est le contrat. On intervient par la contractualisation dans ce qu'on appelle une nouvelle génération de contrats, les contrats de réussite et de transition écologique, par exemple, mais il y a d'autres contrats qui coexistent, comme par exemple les contrats de plan État-région avec les collectivités locales. Et tous les projets qui sont recensés dans ces contrats sont négociés entre les préfets, qui sont nos délégués territoriaux sur le terrain, et les élus, pour avoir un but véritablement de projets concrets, de projets réalisables, de projets naturellement pour le bien-être de la population et de projets qui vont dans le sens de la transition écologique. Voilà à peu près les outils et l'optique dans laquelle l'agence travaille en lien avec les territoires. Julien Megdoud, vous êtes justement en charge de ces contrats qui s'appelaient de relance et de transition écologique. Aujourd'hui, c'est de réussite écologique. Qu'est-ce qui a changé déjà entre les anciens CRTE et les nouveaux CRTE? Et quel bilan peut-être vous pouvez tirer de la première génération de contrats de relance écologique? La première génération, en effet, depuis 2020, négociée entre les préfets et les élus locaux, comme l'a rappelé Éric. Donc, sur les 853 périmètres potentiels, donc il y a une signature quasiment, on est à 847, 99% des premiers CRTE ont été signés. Donc, on va dire qu'il y a une dynamique globale qui a été engagée sur la base de projets de territoire partagés à l'échelle de PCI. Donc ça, c'est vraiment très important. Des plans d'action qui sont déclinés. On avait identifié pour la première année dans une enquête 25 000 opérations concrètes engagées sur 2022 et 40 000 à mettre en œuvre par la suite. Donc là, on y est depuis 2023. Énormément de projets sont mis en œuvre via ces CRTE, avec un axe transition écologique qui était partagé. Donc ça, c'était un peu cette première vague. Avec la planification écologique que vous avez évoquée
tout à l'heure. Je pense que là, on est maintenant à une nouvelle étape, une sorte d'amplification du mouvement sur la transition écologique. On a un petit peu regardé sur les contrats première génération, sur la moitié des thématiques qui étaient traitées, la moitié était directement concernée sur la transition écologique. Même sur les 10 premiers, c'était 6 quasiment sur la transition écologique. Donc la transition était déjà là. Maintenant, c'est comment on massifie, comment on va encore plus loin. Et donc la planification écologique qui sera discutée à l'échelle régionale via les COP permettra un peu d'affiner les différents objectifs par région à atteindre. Et la contractualisation permettra de concrétiser clairement par des actions la mise en œuvre de ces grands objectifs. Vous le disiez, donc il y a plus de 850 contrats qui ont été déjà signés depuis 2020. Qu'est-ce qu'on fait de ces contrats qui existent, qui préexistent? Est-ce qu'on les amende? Est-ce qu'on les met à jour? Alors ces contrats déjà, ils ont un bilan qui va permettre d'alimenter le diagnostic des COP régionales. Donc là, les élus pourront un peu porter leur réalisation pour le diagnostic au moment des COP régionales. Donc ça, c'est un moment extrêmement important qui vont alimenter aussi le débat après sur les leviers. Et tout ça, après, sera mis en œuvre concrètement au niveau local. Donc en effet, ce n'est pas qu'un changement de sémantique, on va passer de relance à réussite, mais il y a vraiment plusieurs facteurs importants. Déjà, accélérer les projets qu'on avait prévu de faire avec des méthodes, c'est ce qu'on avait appelé un peu la revue de projet, vraiment proposer aux services de l'État, notamment les sous-préfets qui sont vraiment au contact direct des élus, appuyés par les DDT, pour faire des revues de projets très régulières, pour un peu que les projets apporter la bonne ingénierie au bon moment, on en parlera par la suite, pour permettre un peu la concrétisation plus rapide des projets, et également utiliser un outil que nous avons développé avec nos collègues du Commissariat général au développement durable, une boussole, donc la boussole de la transition écologique, qui permettra chaque projet, en auto-évaluation en amont, de voir si, en effet, le projet est bon sur les différentes facettes de transition. Donc en gros, si je récapitule, on sort plus vite des projets qui sont plus ambitieux en termes de transition. Donc là, déjà, on a une démarche d'accélération sans attendre le résultat des COP. Et après, quand les COP auront un peu terminé les travaux des grands objectifs, on va continuer, on va accélérer, on va encore plus prioriser en fonction des grands items qui auront été choisis dans la région. Donc les conférences des parties, comme on peut dire, les COP régionales, elles vont commencer dès maintenant et à quel moment elles vont devoir produire des effets? Donc là, c'est parti. Là, il y a eu la semaine dernière dans le Grand Est. Elles sont programmées pour la plupart d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Les travaux vont se tenir au moins sur le premier semestre. Et donc les premiers rendus sont attendus, c'est ça, pour à peu près à l'été 2024. Agnès Reiner, vous vous occupez plutôt des sujets d'ingénierie sur mesure à la NCT. Est-ce que déjà vous êtes intervenu sur l'élaboration de ces contrats, de ces CRTE, même ancienne génération ou nouvelle génération? Tout à fait. On a accompagné en ingénierie les collectivités qui avaient besoin d'ingénierie pour élaborer leur CRTE, parce que ça impliquait une méthodologie de faire un diagnostic, d'élaborer un projet de territoire, et toutes les collectivités ne sont pas armées pour faire ce genre de choses. Donc dès 2021, on avait proposé une offre d'accompagnement en ingénierie pour accompagner environ 400 collectivités à élaborer leur CRTE première génération. Et bien entendu, si d'autres besoins émergeaient dans le cadre des adaptations de contrats, la NCT serait présente, comme l'avait été à l'époque aussi l'ADEME ou le CEREMA qui avait aussi accompagné des élaborations de contrats. Émilie Chapeau, vous êtes aussi sur les sujets d'accompagnement sur mesure des projets. Les CRTE, ils vont donner une liste d'actions, de projets à mener. Comment vous allez les accompagner pour les concrétiser justement une fois qu'on a fait cette liste? C'est vrai que maintenant, la plupart des CRTE ont été élaborés. Ça suppose donc qu'on passe à des phases plus opérationnelles. Là encore, les collectivités ont des besoins d'ingénierie très importants, notamment pour la transition écologique, pour que leurs projets puissent rentrer dans des phases opérationnelles. Nous, notre travail, c'est de travailler avec l'État local, puisque la NCT, c'est aussi un niveau local avec les préfets de département qui sont les délégués territoriaux de l'agence. Ce sont eux les portes d'entrée des collectivités, eux qui accueillent les demandes des collectivités. Ils mobilisent l'ingénierie de leur territoire pour répondre à ces besoins d'accompagnement. Et quand l'ingénierie fait défaut, n'est pas suffisante ou n'est pas adaptée aux projets que les collectivités leur remontent, ils demandent au niveau national. Et c'est là que nous intervenons, nous, la NCT, avec plusieurs outils, les partenariats d'abord, et puis un marché d'ingénierie qui est très diversifié, très complet, pour répondre à ces besoins et accompagner les collectivités sur mesure. Pour chaque projet, on fait un accompagnement dédié.
C'est plutôt pour des projets complexes. Est-ce que vous avez des exemples de projets sur lesquels vous êtes déjà intervenu ou sur lesquels vous prévoyez d'intervenir? Enfin, c'est pas vous qui prévoyez, c'est les collectivités qui vont venir vous solliciter. Mais... Oui, c'est des projets complexes. C'est les projets des collectivités. Ça peut être les enjeux de sobriété foncière. On a beaucoup de collectivités qui nous demandent, qui ont des friches, des terrains dont elles veulent valoriser l'usage. Sur des enjeux de logement, par exemple, ou de requalification urbaine pour revitaliser les centres-villes, pour réaménager certains équipements. On les accompagne aussi sur, bien sûr, la mobilité, qui est un enjeu important pour les collectivités. Suite à la loi LOM, beaucoup ont pris la compétence AOM, Organisation des mobilités, et elles ont besoin d'ingénierie pour développer de nouvelles formes de mobilité. Là aussi, on peut les accompagner. Ou sur des sujets de transition de modèles touristiques, par exemple, pour les collectivités, notamment dans le secteur de montagne, où on accompagne beaucoup de transitions, notamment pour faire du tourisme 4 saisons, pour préparer la suite du développement du tourisme en montagne. Vous intervenez plutôt sur des diagnostics, vous aidez à élaborer des stratégies. J'ai vu qu'il y avait aussi des fabriques prospectives. En quoi ça consiste? Oui, on a des modalités d'ingénierie assez larges. On est plutôt au départ sur de l'ingénierie amont, de l'ingénierie de stratégie, études de faisabilité, aider les collectivités vraiment aux premières étapes d'un projet. Mais finalement, on s'aperçoit que les besoins des collectivités, ils vont jusqu'à de l'accompagnement assez opérationnel. Donc aujourd'hui, on se prépare à les accompagner sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage aussi pour les projets. Et puis on a d'autres modalités, effectivement, vous avez cité les fabriques prospectives. C'est une autre offre d'ingénierie de notre direction qui consiste à choisir quelques collectivités sur des thématiques un petit peu innovantes qui croisent plusieurs enjeux et à les accompagner sur un temps long avec l'objectif de faire émerger peut-être des nouveaux modèles, des nouvelles idées pour les territoires sur des problématiques assez complexes. Agnès, René, est-ce que vous voulez compléter peut-être sur l'offre sur mesure que vous proposez pour les collectivités? L'ingénierie sur mesure, par définition, elle est sur mesure, donc elle s'adapte vraiment à chacun des projets. Je rebondis sur ce qui a été dit, qui est vraiment important, c'est que les projets nous remontent par le biais du préfet de département, qui est le délégué territorial de l'agence. C'est important de le préciser parce qu'on a vraiment à cœur d'être une agence proche des élus et proche des collectivités. Et cette proximité-là, elle est tenue par l'échelon local de l'État. Donc c'est l'État qui, d'abord, au niveau départemental, va expertiser la demande, qui va peut-être y répondre dans un premier temps. Et la plupart du temps, d'ailleurs, la réponse est au niveau local. Et donc c'est vraiment quand le projet est trop complexe et ne trouve pas de ressources localement que le niveau national intervient avec les ressources qui ont été indiquées. L'appel au partenariat, et on a des partenariats qui fonctionnent en particulier par exemple avec le CEREMA sur la thématique des mobilités par exemple, ou avec l'ADEME. Et puis on a également cette possibilité de faire appel à des prestataires sur tous les sujets quasiment possibles. On est censé répondre à tout en fait. Pardon. Ces prestataires-là, ils viennent compléter votre offre ou c'est pour un appui pour massifier la force de frappe? C'est pour permettre vraiment à l'agence de répondre à tout type de demande. Donc on a un gros marché d'ingénierie avec des thématiques extrêmement variées et qu'on active en fonction du besoin. Donc c'est nous qui, en fonction du projet particulier qui se présente à nous, enfin c'est les équipes d'ailleurs d'Émilie, qui analyse le projet en détail en lien avec l'État local et qui détermine quel type de prestations on va pouvoir apporter. Et ça, c'est vraiment, je dirais, l'offre de dernier recours, c'est-à-dire celle qui nous permet vraiment de répondre absolument à toutes les demandes qui nous remontent. L'idéal, c'est donc la réponse se situe au niveau des préfectures. L'idéal, c'est quand, effectivement, il y a suffisamment d'ingénierie locale pour répondre au projet. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tout fonctionne bien au niveau local. On est là aussi pour aider à ça. C'est-à-dire que depuis que l'agence est née, il y a eu aussi un très gros travail dans les départements, par les préfets de département, pour recenser l'ingénierie locale, pour faire en sorte que les acteurs de l'ingénierie locale se connaissent, travaillent ensemble. Et
donc, il y a aussi cet effet-là qui se voit sur le terrain depuis la création de l'agence. C'est que finalement, on se rend compte aujourd'hui que l'ingénierie, il y en a beaucoup, et que le problème vient peut-être plus de la profusion d'ingénierie que du manque d'ingénierie. Simplement, tout ce monde-là ne se connaît pas bien, ne travaille pas bien ensemble, et nous, on a un rôle d'ensemblier, on a un rôle de coordination. C'est ce qu'on fait au niveau national avec les grands partenariats qu'on gère, mais c'est ce que fait aussi le préfet de département au niveau local avec ce qu'on appelle le comité local de cohésion territoriale, où il fait vivre tout cet écosystème de l'ingénierie autour de lui. Éric Etienne, on voit il y a beaucoup d'offres d'accompagnement de l'ANCT. Comment est-ce qu'on fait pour vous, quand je suis une collectivité et j'ai un projet, qu'est-ce que je fais, comment je vous sollicite? Comment on fait? Vous l'avez dit, le vrai sujet aujourd'hui, c'est véritablement de réussir la territorialisation de la transition écologique. Pour autant, il faut que les projets soient suffisamment mûrs pour aller dans ce sens-là. Et il ne s'agit pas de décourager les bonnes initiatives non plus. Donc comment fait-on concrètement? Il y a toute une méthode qui a été donnée par le président de la République le 25 septembre dernier, que nous déclinons à l'agence avec un niveau régional qui réunit finalement l'ensemble des ambitions que les territoires se donnent pour réussir sa transition. C'est des projets, on ne tue pas les projets, on les fait émerger. Grâce à l'ingénierie, ça a été rappelé à l'instant, mais il faut qu'ils aillent dans le sens d'une croissance respectueuse de l'environnement. On les recense au niveau régional. C'est le travail des préfets de région, c'est le travail des présidents de conseils régionaux. Cela étant, ce travail doit être décliné au niveau départemental et infradépartemental. Il y a des instances qui sont coprésidées par le préfet de département et le président de conseil départemental, à travers des comités locaux de cohésion territoriale qui font le bilan de tous les contrats signés sur le territoire par les élus locaux, généralement les intercommunalités, qui sont les fameux CRTE, contrats de réussite et de transition écologique. C'est une revue de projet. Le bilan et le diagnostic, il est déjà fait sur la première génération. Donc on ne va pas demander aux territoires qui l'ont déjà fait de recommencer une nouvelle fois le travail. On va s'appuyer sur l'existant. On va regarder si tout cela peut être contractualisé entre l'État et les collectivités territoriales. Et tout cela doit donner finalement une sorte de grande matrice à faire remonter au niveau régional pour dire nous avons le droit encore de consommer tant d'hectares de terre, nous avons le droit de faire tel ou tel projet qui est à la fois utile pour les habitants, voulu par les élus et qui soit respectueuse des normes environnementales. Julien Mekdoud, dans les contrats de réussite écologique, il y aura toute une liste d'objectifs et de projets mis en face. Ça pose aussi la question des financements. L'ANCT fait un appui souvent en ingénierie, mais est-ce qu'il y a des fonds qui sont mis en face de toutes ces ambitions? Donc là, c'est vrai que les CRTE, il y avait peut-être au départ peut-être une incompréhension ou un petit quiproquo qui était important, encore une fois, de relever. C'était que le CRTE était plutôt une méthode de travail de l'ensemble des partenaires autour d'un projet de territoire qu'on va mettre en œuvre. Donc finalement, il n'y avait pas de financement dédié spécifiquement au CRTE, mais l'ensemble des financements de l'État avait vocation à financer des projets inscrits dans les CRTE. Donc c'est pour ça qu'il y avait une petite subtilité. Au départ, il y en avait avec le plan de relance, donc notamment d'où le nom, la relance, territorialisation du plan de relance, avec notamment les CRTE. Le fonds vert, l'année dernière, est venu quand même, j'allais dire, doubler la mise. Il y avait déjà les fonds des dotations classiques, la dotation de soutien d'investissement local, DECIL, le fonds de soutien et la DETR pour les territoires plus ruraux. Tous ces crédits qui représentent à peu près 2 milliards d'euros vont en grande partie sur des projets CRTE. Le fonds vert est venu doubler cette année avec 2 milliards d'euros. En plus, ce sont les préfets délégués territoriaux de la NCT qui gèrent directement ce fonds vert. Et nous avons là maintenant clairement un besoin d'accélération de tous ces financements. Le fonds vert passe de 2 milliards à 2,5 milliards, donc on voit qu'il y a encore une progression. Les dotations vont être maintenues. Donc voilà, les financements, j'ai envie de dire, ils sont là. Il y a un effet levier assez important, souvent de 1 à 5 à 7. Donc on parlait de 12 à 14 milliards d'investissements par an pour la transition. Il y a une partie déjà qui est amenée. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Agnès Reiner, peut-être, allez-y. Peut-être juste pour ajouter qu'en 2024, en plus, les crédits d'ingénierie de l'agence seront doublés et que
la marge supplémentaire qu'on va avoir sera aussi déconcentrée vers les préfets de département. Donc, comme le disait Julien, les préfets de département, ils ont beaucoup de financement, ils peuvent vraiment aider les collectivités. Ils ont beaucoup d'outils dans leurs mains qui leur permettent d'accompagner. Est-ce que vous aidez justement les collectivités? On voit, on ne manque pas finalement de fonds. Il y a beaucoup de financements, il y a les financements européens, etc. Est-ce que ça, en termes d'ingénierie, vous vous aidez aussi à trouver les bons financements, aller les chercher surtout? Ça fait partie aussi de l'aide qui peut être apportée, notamment au niveau local, pour essayer d'orienter les élus dans le maquis des aides financières. Il y a aussi un outil qui est important et qu'il faut vraiment faire connaître à tous les élus, c'est Aide Territoire, qui est un outil de recensement des offres d'ingénierie et des offres de financement des collectivités. Donc c'est très facile d'accès. Les élus saisissent le type de projet qu'ils veulent, pour lesquels ils ont besoin d'une aide, et Aide Territoire peut leur donner les différentes aides auxquelles ils ont accès. Donc oui, l'ingénierie financière, c'est une chose qui est importante pour eux. Et pour les finances, comme pour l'ingénierie plus technique, le problème est le même, c'est-à-dire comment faire pour s'y retrouver. Il y en a vraiment beaucoup et ils ont besoin qu'on les aide à y voir plus clair. Les chapeaux, vous vouliez rebondir, non? Oui, c'est toujours cette logique d'accompagner les collectivités au plus près de l'opérationnalisation de leurs projets, puisque c'est vraiment ça qu'il faut porter pour les aider dans la transition écologique. Il faut maintenant que leurs projets passent en phase opérationnelle, et donc il faut les accompagner pour qu'ils puissent trouver le bon montage financier et les aider à passer toutes les dernières étapes jusqu'à l'opérationnalisation, où là ensuite ils pourront piloter la réalisation effective des projets dans leur territoire. Avec Étienne ? Oui, vous commenciez tout à l'heure par la première question finalement sur l'aide apportée, les programmes apportés par l'agence. Et vous voyez, tout cela, ce sont des mécanismes, des méthodes. On voit qu'il y a le cap, on a expliqué la méthode, les moyens qui sont donnés, mais in fine, il faut que ça touche les vrais gens qui en ont besoin. Et dans les programmes qui sont pilotés par l'agence, il y a le France Service. Demandez-le-nous une fois, être au plus près des territoires, avoir des services publics à proximité. Et bien justement, cette territorialisation de la transition écologique, elle passe aussi par ces maisons France Service. Nous avons fait un partenariat justement avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, avec le ministère de la Transition écologique, pour justement que les gens qui ont le droit à la prime Rénov', par exemple, qui ont le droit au chèque énergie, aient véritablement accès et cette information pour que non seulement les projets puissent être aidés, mais également, par exemple, projet de rénovation de logements, je pense à cela, et qu'également les habitants connaissent les bons leviers, les bonnes aides, les bonnes primes, les bonnes manières d'opérer, les bons opérateurs, pour pouvoir faire effectivement cette transition au plus près des territoires. Ça vaut donc pour les collectivités comme pour les usagers. Peut-être pour finir, sur les contrats de réussite écologique, Julien Megdoud, c'est quoi les prochains temps forts? On a dit qu'il y avait les COP régionales qui étaient en train de se lancer. C'est quoi les prochains jalons? Oui, en effet, donc les COP, c'est quand même un temps assez important. Sans attendre les COP, il faut quand même déjà agir, parce que c'est vraiment l'idée principale, c'est l'action. Donc tout de suite, en effet, on invite l'ensemble des préfets à réunir les comités dont parlait aussi Agnès, les comités locaux de cohésion territoriale, réunir les comités de pilotage des CRTE pour bien dire qu'il y a des moyens, il y en a beaucoup, il faut qu'on les mette pour accélérer la transition écologique, proposer de mettre en place cette revue de projet. Donc c'est ça, de dire voilà, messieurs, dames les élus, nous allons proposer de nous voir très régulièrement sur vos listes de projets, aller chercher la bonne ingénierie au bon moment pour accélérer ces projets. Donc tout ça, ça peut se mettre en place tout de suite, sans attendre, et progressivement participer évidemment aux travaux des COP, parce qu'il y a également des choses à dire, des bilans à partager, et après, en fin d'année, petit à petit, actualiser les CRTE actuels pour un peu mieux correspondre aux leviers d'action régionales qui seront décidés au niveau régional. Et donc là, sans attendre, donc dès maintenant, à la moitié d'année et dès l'année prochaine, et jusqu'à la fin du mandat, 2026, on continue à accélérer. Le fonds vert est pérennisé jusqu'à fin 2027. Voilà, on continue à accélérer. Merci Julien Megdoud, merci à tous les quatre. On voit donc c'est le moment de se lancer, en tout cas il y a toutes les planètes qui sont en train de s'aligner pour la transition écologique des territoires. Et merci à vous de nous avoir suivis. On reprend nos échanges ici au Salon des maires et des collectivités locales demain. Merci à vous, au revoir. Merci.